Chapitre 1. L'oiseau indésirable. C'était le genre de matinée d'été anglaise dont les peintres rêvent sans jamais parvenir à saisir pleinement le sens. Une brume légère s'enroulait autour des haies de la campagne du Somerset, suspendue au-dessus des champs vallonnés tel un rideau hésitant à se lever. À l'orée d'un de ces champs, niché entre un bosquet d'ifs centenaires et un muret de pierre, se dressait Elmwood Hall, un grand manoir géorgien dont la façade recouverte de lierre trahissait une sorte d'élégance fanée, comme une duchesse passée de son apogée mais toujours fière de sa posture. À l'intérieur, la maisonnée commençait à s'agiter. Les domestiques travaillaient déjà depuis 2 heures. Ils astiquaient les cuivres, regonflaient les coussins et disposaient les plateaux du petit déjeuner. À l'étage, cependant, une tension différente couvait, plus discrète que le cliquetis des couverts, mais plus persistante, car ce jour n'était pas un jour ordinaire à Elmwood Hall. C'était la veille du 75e anniversaire de Sir Hugo Drake, et une réunion de famille sur invitation seulement avait été organisée. Toutes les branches de l'arbre Drake réunies sous un même toit, pour la première fois depuis des années pour beaucoup. Le maître des lieux, Sir Hugo lui-même, n'était pas un homme sensible. Ancien juge colonial à la voix imposante et au sens strict de la justice, il siégeait depuis son fauteuil en cuir de la bibliothèque, tel un magistrat retraité. Ses opinions étaient nombreuses et librement partagées. Il en était de même de ses menaces de réécrire son testament. À 9 heures précises, comme pour confirmer sa ponctualité judiciaire, Sir Hugo descendit l'escalier principal avec sa raideur habituelle. Il portait une robe de velours sur une chemise de nuit impeccable et tenait une canne sculptée d'une tête de lion. Son majordome, Wills, l'attendait au pied des marches avec le journal du matin et une théière de thé de Ceylan. « Wills, » dit Sir Hugo sans regarder directement l'homme, « le courrier est-il arrivé ?»« Juste à l'instant, monsieur, » répondit Wills en sortant un plateau en argent avec une petite pile d'enveloppes. Sir Hugo grogna et les prit. « Je serai dans la véranda. Apportez-y mon petit déjeuner. » C'est là, parmi les fougères, les orchidées et la lumière tachetée du matin, que se produisit la première bizarrerie de la journée. Il venait d'ouvrir une enveloppe oblitérée d'Oxfordshire, contenant un message poliment formulé pour son anniversaire, de la part de sa cousine issue de Germain-Gilda. Il s'apprêtait à prendre la lettre suivante lorsque cela arriva. Un battement d'ailes, un robinet, et puis un invité. Sir Hugo se retourna. Un grand corbeau noir était perché à l'extérieur de la vitre, son bec tapotant légèrement la fenêtre de la véranda. Wills était revenu, tenant un plateau chargé de toast, d'œufs et de harengs fumés. Il s'arrêta en voyant Sir Hugo immobile. « Monsieur ?» demanda Wills. « Cet oiseau » murmura Sir Hugo sans bouger le regard. « Il me regarde droit dans les yeux. Dois-je le chasser, monsieur ?» Mais Sir Hugo ne répondit pas. Il s'était rapproché de la fenêtre. Le corbeau inclina la tête, indifférent à la présence des hommes. Puis, avec une clarté étrange, il laissa échapper un croassement qui résonna à travers la vitre. Milo. Les 2 hommes se figèrent. « Qu'est-ce que ça disait ?» demanda Sir Hugo, la voix rauque. « Je ne sais pas, monsieur. On aurait dit un nom. » Sir Hugo fixe l'oiseau. « Milo, » répéta-t-il lentement. Puis, une main tremblante se tendit vers la canne. « Prends le plateau à la bibliothèque. J'ai perdu l'appétit. » Ce nom, Milo, n'avait pas été prononcé à Elmwood Hall depuis des décennies. À midi, les premiers invités sont arrivés. Lady Constance, la belle-sœur de Sir Hugo et de sa défunte épouse, fut amenée en voiture depuis le Dorset. Grande et aux cheveux argentés, elle entra dans le hall avec son air dédaigneux habituel. Là suivait Felix Drake, seul fils survivant de Sir Hugo, un ambitieux avocat londonien au front plissé et au parapluie toujours fermé. Il était accompagné de sa femme Julia, élégante et d'une politesse affligeante, et de leur fille de 17 ans, Lilibet, dont l'air ennuyé s'accordait parfaitement avec ses chaussures parisiennes de luxe. Puis vint Marjorie Collins, la nièce de Sir Hugo,
une dramaturge en difficulté, aux doigts tachés d'encre et au sourire contrit. Elle logeait dans l'aile est, près de la bibliothèque. À 4 heures, la salle était animée par des conversations tendues, du sherry sec et des notes étouffées du piano. La famille se rassembla maladroitement pour prendre le thé dans le salon, attendant leur hôte. Mais Sir Hugo ne les rejoignit pas. « Il a dit qu'il ne se sentait pas bien », leur a expliqué Wills. « Il a demandé à ne pas être dérangé. »« Il boude probablement, » murmura Lady Constance. « Il boude toujours avant de faire une annonce dramatique. »« Tu veux dire à propos du testament ?» demanda Félix, les yeux plissés. Julia lui lança un regard d'avertissement. « Personne ne sait encore rien, » a-t-elle dit. Marjorie, assise tranquillement près du feu, regardait les flammes danser. Ses doigts caressaient distraitement le bord de sa tasse. Cela faisait des années qu'elle n'était pas revenue à Elmwood, mais tout semblait étrangement inchangé, à l'exception des silences, qui semblaient s'alourdir d'heure en heure. À 6h30 précises, un coup violent retentit à la porte principale. C'était le genre de coup qui n'avait rien à voir avec le pays. Brusque, délibéré, Will s'ouvrit la porte, et là, debout avec sa moustache cirée parfaitement symétrique et ses chaussures en cuir verni impeccable près de l'allée de Gravier, se trouvait nul autre que M. Hercule Poirot. « Bonsoir, » dit Poirot d'un ton aimable. « On m'a dit que Sir Hugo Drake résidait ici. Je suis arrivé à son invitation. » Wills cligna des yeux. « À son invitation, monsieur ? On ne nous avait pas dit de... » Poirot brandit une enveloppe. « La lettre est très claire. Je dois me joindre à la fête d'anniversaire. Sir Hugo m'attend peut-être ?» Derrière lui, Hastings, et le visage rouge de colère et légèrement emporté par le vent, s'avança. « Oui, et je pensais que l'endroit serait plus animé. Tout semble plutôt tendu. » Poirot jeta un coup d'œil aux visages rassemblés qui se détachèrent de la porte du salon et murmura. « Mon ami, je crois que nous sommes arrivés exactement au bon moment. » Plus tard dans la soirée, juste après que l'horloge ait sonné 8 heures, un cri a résonné dans Elmwood Hall. Lilibet, pâle et tremblante, se tenait devant la porte de la véranda, pointant du doigt. À l'intérieur, baigné par la lueur de la lune à travers le plafond de verre, était assis Sir Hugo Drake. Il était affalé sur sa chaise, yeux ouverts, bouche entr'ouverte, et sur le sol, à côté de sa main sans vie, une petite plume noire. Le corbeau était parti, et au-dessus de lui, légèrement gravé sur la vitre, se trouvaient les lettres M-I-L-O, chapitre 2, le nom dans le verre. Pendant 10 secondes entières, personne n'a bougé. Le cri avait déchiré l'air immobile d'Elmwood Hall comme une lame, et maintenant il flottait dans le couloir comme une fumée. Poirot s'avança aussitôt, l'air indéchiffrable. Hastings, toujours son ombre fidèle, le suivit, bien qu'il eût l'air visiblement secoué. Lilibet resta immobile, le bras figé vers la porte de la véranda. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais seul un petit son étranglé s'échappa. Poirot posa doucement une main sur son épaule. « Mademoiselle, » dit-il doucement, « vous avez vu quelque chose de pénible, n'est-ce pas ? Mais vous êtes en sécurité maintenant. Puis-je » Il fit un geste vers la véranda. Lilibet hocha la tête, l'air engourdi. « Je suis venue dire bonsoir à grand-père, » murmura-t-elle. « Il a dit qu'il ne se sentait pas bien, et j'ai pensé qu'il aimerait peut-être de la compagnie. Mais il est... » Sa voix s'éteignit tandis que de nouvelles larmes emplissaient ses yeux. Poirot lui tapota doucement le bras, puis se tourna vers Wills. « S'il te plaît, mon ami, emmène-la dans un endroit confortable, loin de cette pièce. » Wills hocha la tête et guida la jeune fille vers le salon, murmurant des mots rassurants. Pendant ce temps, Poirot pénétrait dans la véranda avec un profond respect, tel un prêtre entrant dans une chapelle. Sir Hugo Drake était assis, affalé dans un fauteuil en rotin à haut dossier, sa canne posée à côté de lui sur le sol carrelé. Son visage, habituellement sévère et inflexible, exprimait une expression presque étonnée.
Une main reposait mollement sur ses genoux. L'autre pendait lâchement sur le côté, le bout des doigts touchant presque le carrelage. Les yeux de Poirot se dirigèrent avec une précision méthodique, d'abord vers la vitre au-dessus du corps, où 5 lettres avaient été gravées dans un gribouillage dentelé et enfantin, M-I-L-O, puis sur le sol, où une seule plume, brillante et noire, gisait comme si elle avait été placée délibérément. Poirot se tourna vers Hastings. « Tu vois, mon ami, la scène est déjà très inhabituelle. »« Tu ne penses pas que c'était une cause naturelle ?» demanda Hastings à voix basse. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il contourna le corps, veillant à ne rien déranger, et examina le plateau du petit-déjeuner, resté intact depuis le matin. Une assiette d'œufs froids, une tasse de thé à moitié vide, et sur la serviette, une légère trace de rouge à lèvres, étrangement déplacée, étant donné l'habitude matinale solitaire de Sir Hugo. « Poirot, » demanda Hastings en suivant le regard de son ami, « crois-tu que quelqu'un d'autre lui ait rendu visite avant Lilibet ? » ?»« Mais oui, et j'ai bien l'intention de découvrir qui. » À ce moment précis, les autres commencèrent à arriver, attirés par le cri de Lilibet et les cris des serviteurs. Félix Drake fut le premier à franchir la porte. « Bon Dieu !» murmura-t-il figé sur le seuil. « Père !» Poirot leva calmement la main. « Ne touchez à rien, monsieur Drake. Je crois que votre père est, comment dire, hors de portée de tout secours. » Félix fit un pas hésitant en arrière. Julia apparut derrière lui, la main sur la bouche, tandis que dame Constance entrait avec un détachement froid. « Eh bien, » dit lady Constance en observant la scène, les yeux plissés. Cela devait arriver tôt ou tard. Ce n'était plus un jeune homme. Marjorie Collins se tenait juste devant la porte, sans entrer, mais en train d'observer. Poirot se tourna vers eux. « Je regrette que ma présence ici doive coïncider avec des circonstances aussi tragiques, » dit-il en inclinant légèrement la tête. « Mais permettez-moi de me présenter. Je suis Hercule Poirot, ancien policier belge. Votre défunt patriarche m'a invité à rejoindre la famille cette semaine. Je crois qu'il avait des sujets à aborder. » Félix fronça les sourcils. « Tu es ce que Poirot ? Le détective ?» Poirot esquissa un sourire modeste. « Oui, ce Poirot. » Il y eut un moment de silence. « Mais si mon père est mort de cause naturelle, » demanda lentement Julia, « alors pourquoi un détective serait-il nécessaire ? » C'est précisément ce que je souhaite déterminer, dit Poirot. Plus tard dans la soirée, la bibliothèque avait été transformée en salle d'interview improvisée. Dehors, la pluie s'était mise à tomber, non pas à torrents, mais en une bruine douce et persistante, qui faisait briller doucement les lampes à travers les fenêtres à meneaux. Poirot était assis avec Hastings et Wills, qui avaient été convoqués en premier. « Vous dites, monsieur Wills, que Sir Hugo a reçu une lettre m'invitant ici. »« Oui, monsieur. Il est arrivé il y a 2 semaines. Sir Hugo l'a lu et a semblé intrigué. Il a réservé votre chambre le jour même. Vous ne lui avez pas demandé pourquoi il avait fait appel à un détective ? » ?»« Oui, monsieur. Il a juste dit qu'il avait des choses à régler et qu'il voulait des éclaircissements avant son anniversaire. » Poirot hocha la tête. « Et ce matin, tu lui as apporté son petit déjeuner ? » ?»« Oui, vers 9 heures. Je l'ai servi dans la véranda, comme demandé. » « Y avait-il quelqu'un d'autre à proximité à ce moment-là ? » ?»« Non, monsieur. Je l'ai entendu parler à l'oiseau, le corbeau, et prononcer un nom. Milo. » Il semblait perturbé. Avait-il déjà prononcé ce nom ? Oui, il hésita. Pas que je me souvienne, mais je l'ai servi pendant près de 20 ans. Il gardait beaucoup de choses pour lui. Poirot se tourna vers Hastings. « Et toi, mon ami, te souviens-tu de quelque chose de cet après-midi ? Quelque chose d'anormal ? » « Eh bien, » dit Hastings pensivement, « j'ai trouvé que la famille était plutôt nerveuse à notre arrivée. Personne n'était vraiment content de nous voir. » Poirot eut un petit rire. « Oui, mon ami. Mais c'est souvent le cas quand Hercule Poirot entre dans une maison, surtout une maison pleine de secrets. » À minuit, la maisonnée s'était retirée, à l'exception de Poirot et Hastings, restés dans la véranda avec le corps,
désormais recouvert respectueusement d'un drap blanc. Poirot marchait lentement, jetant un nouveau coup d'œil aux mots sur la vitre. Milo. Ce n'est pas un nom choisi au hasard, dit-il. Il a été écrit avec un but précis. Mais la question est, par qui? Le corbeau? Demanda Hastings dubitatif. Poirot se retourna, les yeux brillants d'intensité. Non. L'oiseau est intelligent, certes, mais il ne peut pas écrire avec une bague en diamant sur du verre. Et ceci, il désigna les lettres, a été fait récemment, en quelques heures. Regardez la profondeur de la gravure. Quelqu'un, recherchez-nous voir ça. Hastings fronça les sourcils. Alors vous pensez que quelqu'un a assassiné Sir Hugo? Mais comment? Poirot pencha la tête. Peut-être du poison dans le thé, ou une habile manipulation du cœur. On verra bien. Mais je vous le promets, Hastings, ce n'est pas une simple évasion. C'est une performance, un acte final. Et le mot Milo, c'est notre premier indice. Il regarda par la fenêtre dans la nuit, là où le corbeau s'était perché ce matin-là. Le ciel était sombre maintenant. Le seul bruit était celui du crépitement de la pluie sur les vitres. Poirot murmura pour lui-même. Qui était Milo? Et pourquoi son nom revient-il comme un fantôme? Chapitre 3. Le cercle d'un homme mort. Le lendemain matin, le temps était gris et humide. La pluie martelait toujours les fenêtres d'Elmwood Hall, et la grande demeure semblait s'être repliée sur elle-même pendant la nuit. Ses couloirs étaient dits plus calmes, ses ombres plus longues. Poirot se leva tôt, comme à son habitude. Il se rasa méticuleusement, épila sa moustache avec le même soin, et revêtit un costume gris tourterelle impeccable. Hastings, au contraire, sortit de sa chambre la tête ébouriffée, et un col raide qui portait les marques d'une bataille perdue contre sa cravate. Ils se retrouvèrent dans la salle du petit-déjeuner, où l'atmosphère était tendue et glaciale. Marjorie Collins était assise seule au bout de la table, versant du porridge dans son bol sans grand enthousiasme. Julia et Félix apparurent peu après, murmurant de brèves salutations, suivis de Lady Constance, qui entra avec son air dédaigneux habituel et réclama aussitôt de la marmelade fraîche. Personne n'a mentionné la mort. Pas encore. Poirot attendit que Wills apporte du thé et du pain grillé, puis s'éclaircit doucement la gorge. « Messieurs et mesdames, commença-t-il en joignant les mains, permettez-moi de dire quelque chose de délicat. Vous êtes tous naturellement en deuil, mais je dois solliciter votre coopération. Je crois que Sir Hugo n'est pas mort de cause naturelle. » Un bruit métallique. La cuillère à café de Julia était tombée dans sa soucoupe. Félix le fixa. « Que sous-entendez-vous exactement, monsieur Poirot? » Je n'insinue rien. J'observe. Et je remarque un mot gravé dans le verre. Un corbeau là où il n'y a pas de corbeau. Et un homme dont les derniers instants furent théâtraux. Je demande simplement à parler à chacun d'entre vous, tour à tour. Lady Constance soupira. « Vous êtes sûr que ce n'est pas du mélodrame? » « Je suis sûr que ce n'est pas du mélodrame, » répondit Poirot calmement. « C'est un meurtre. » Ils ont commencé avec Marjorie. Elle était assise avec Poirot et Hastings dans la bibliothèque, les jambes croisées, un bloc-notes toujours glissé dans la poche de son cardigan, comme si elle avait eu l'intention d'écrire mais n'avait pas pu se résoudre à le faire. « Je suis arrivée hier après-midi, » dit-elle, « vers 2 heures. Sir Hugo m'a accueilli personnellement. Il semblait en bonne santé, même s'il était un peu impatient, comme s'il attendait quelque chose. « A-t-il mentionné le nom de Milo ?» demanda Poirot. Marjorie cligna des yeux. « Non. » « Aurait-il dû? A-t-il dit quelque chose d'inhabituel? » Un silence. Puis, il a dit qu'il voulait discuter d'un sujet après le dîner, une vieille décision qu'il regrettait. Mais il n'est jamais descendu dîner. J'ai supposé qu'il avait changé d'avis. Poirot tapota du bout des doigts. « Et où étiez-vous hier soir, entre 6h et 18h? » « Et 8h? » « Dans les listes. Je lisais dans l'ancienne salle de musique. Personne n'est venu. »« As-tu vu le corbeau? » Elle esquissa un léger sourire. « Curieusement, oui. Au coucher du soleil,
J'ai entendu des coups à la fenêtre de la salle de musique. J'ai levé les yeux, et il était là, assis là, à observer. Ça m'a fait une sacrée frayeur. Poirot hocha lentement la tête. « Merci, mademoiselle. Ce sera tout pour le moment. » Félix Drake s'est montré moins serein. Il entra dans la bibliothèque avec les épaules raides et s'assit comme s'il s'attendait à un contre-interrogatoire, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « Je veux être clair, » dit Félix. « Mon père avait une faiblesse cardiaque. Il est tout à fait plausible qu'il soit mort naturellement. Je ne vois pas ce que ces absurdités sur les oiseaux et les noms veulent suggérer. » Poirot haussa un sourcil. « Considérez-vous votre père comme un homme sujet aux hallucinations ?» Félix ricana. Il était tout un tas de choses. Excentrique, difficile, inflexible, mais pas fou. Alors comment expliquez-vous le message ? Félix serra les lèvres. Je ne peux pas. Je n'ai jamais entendu parler de ce Milo. Pour autant que je sache, c'est le nom du corbeau. Poirot l'observa. Vous semblez réticent, monsieur Drake. Est-ce parce que vous craignez que votre père ne modifie à nouveau son testament ? Félix se hérissa. Il menaçait de le faire chaque année, et peut-être l'a-t-il fait. Mais je vous assure que je n'ai rien à voir avec sa mort. Poirot hocha légèrement la tête. Où étiez-vous à ce moment-là ? Ma femme et moi étions dans notre chambre en train de préparer le dîner. Vous pouvez le confirmer auprès de Julia. Et qu'as-tu vu en entrant dans la véranda ? Le corps, rien d'autre. Tu as vu la plume ? La gravure ? Félix hésita. La plume, oui. Le mot, je l'ai remarqué plus tard. Julia me l'a fait remarquer. Poirot l'observa attentivement. Très bien. Ce sera tout. Julia Drake était posée, peut-être trop posée. Elle portait un chemisier en soie impeccablement repassé et des perles pâles qui reposaient délicatement sur son cou. Son ton était calme et ses réponses succinctes. « Je ne connaissais pas le nom de Milo, » dit-elle. « Je ne l'ai jamais entendu prononcer ici. » « Vous étiez avec votre mari toute la soirée ? » ?»« Oui, on s'habille pour le dîner. On a entendu le cri dans le couloir. » « Vous n'avez jamais parlé seul à Sir Hugo ce jour-là ? » ?»« Non. »« Tu crois qu'il avait peur de quelque chose ? Ou de quelqu'un ?» Julia jeta un bref coup d'œil à la fenêtre. Il avait peur de vieillir. Et des regrets. Mais je ne pense pas qu'il craignait qui que ce soit ici. Il régnait ici. Poirot réfléchit à ces paroles. « Madame, dit-il doucement, une dernière question. Aimiez-vous votre beau-père ?» Un silence. Puis, je le respectais. L'amour, c'est plus compliqué. Lady Constance arriva la dernière et ne fit aucune tentative pour cacher son irritation. « Je trouve toute cette affaire absurde, » dit-elle en se versant un verre de cognac. « Si un homme de 75 ans meurt dans son fauteuil, le monde devrait l'accepter avec grâce. » « Et pourtant, » dit Poirot d'une voix douce, « tu es toujours là. » Lady Constance but lentement une gorgée. « Par curiosité, monsieur Poirot, pas par culpabilité. Avez-vous vu Sir Hugo hier ? Je l'ai croisé dans le couloir avant le déjeuner. Il a évoqué des absurdités à propos de fantômes non enterrés. J'ai pensé que c'était une métaphore. Et le nom Milo ? Cela ne signifie rien pour moi. Ton alibi ? J'écrivais des lettres au salon. Demande à Wills. Il m'a apporté du sherry à 6h30. Merci, madame. De retour dans la véranda ce soir-là, Poirot et Hastings se tenaient sous la faible gravure sur le verre. J'ai demandé à Wills de faire venir l'avocat de la famille, dit Poirot. Si Sir Hugo a modifié son testament, ce sera très révélateur. Hastings fronça les sourcils. Tu crois que quelqu'un avait peur d'être exclu ? Poirot sourit faiblement. Mon ami, dans des familles comme celle-ci, les plus grands crimes ne naissent pas de la haine, mais de l'héritage. Et Milo ? Poirot se tut. Milo, dit-il doucement, est la clé. Un nom du passé. Un nom qui a tellement effrayé Sir Hugo qu'il l'a gravé dans son dernier souffle, ou du moins quelqu'un a voulu nous le faire croire. Il se pencha en avant, inspectant à nouveau le verre.
Et regardez ici. Vous voyez cette ligne pâle sous le O? Ce n'est pas un hasard. Cela suggère que le nom a été gravé avec un outil spécifique. Pas un doigt. Pas de panique. Hastings plissa les yeux. Alors, c'était une mise en scène? Exactement. Et mon ami, ça veut dire que le tueur avait du temps. Et de la précision. Dehors, le corbeau est revenu, perché sur le pignon. Cette fois, il n'a rien dit. Il a simplement regardé. Chapitre 4. Le portrait qui a été tourné. Le lendemain, les nuages commençaient à se dissiper. Un soleil pâle et humide filtrait à travers les hautes fenêtres d'Elmwood Hall, projetant des rayons obliques sur le carrelage noir et blanc. Mais l'air à l'intérieur restait lourd, comme si la maison elle-même avait absorbé le choc de la mort subite de Sir Hugo Drake et refusait de le libérer. À 10 heures précises, Poirot se tenait dans la galerie, un long couloir reliant l'escalier principal à l'aile ouest. Le hall était bordé de portraits ancestraux de la famille Drake, chaque visage solennel, figé dans l'huile et le vernis, regardant vers le bas avec plus ou moins de fierté, d'arrogance ou d'indifférence. Sous chacun se trouvait une petite plaque de les tombes indiquant le nom et les années de vie. Poirot les examina lentement, la tête penchée, les mains soigneusement croisées dans le dos. Hastings se suivait à quelques pas, moins intéressé par l'œuvre que par la lecture des pensées de son ami. « Tu crois que la réponse se trouve dans les vieilles peintures ?» demanda Hastings en observant l'une d'elles portant une perruque trop poudrée. Poirot s'arrêta devant le portrait d'un jeune homme, cheveux auburn, yeux bleus, vêtu d'un uniforme d'officier impeccable. La plaque en dessous disait « Capitaine Milo Drake, 1896 à 1918 ». Les yeux de Poirot se rétrécirent. « Voilà », murmura-t-il. « Milo !» s'exclama Hastings. « Bon sang, il était donc réel !» Poirot hocha légèrement la tête. « En effet. Et je crois que nous venons de rencontrer le fantôme. » Le portrait était légèrement de travers. Poirot tendit la main et le redressa doucement, puis se figea. Derrière, glissée dans le cadre, se trouvait une enveloppe jaunie. Avec précaution, Poirot le retira et ouvrit le papier cassant. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite de l'écriture nette et droite de Sir Hugo. « À qui cela peut concerner, si quelque chose devait m'arriver avant mon 75e anniversaire, sache que je redoute ce jour depuis des décennies. J'ai fait un choix en 1918 que je n'ai jamais avoué. J'ai envoyé Milo en France lorsqu'il a supplié d'être réaffecté. Il est mort à ma place. Son nom ne m'a jamais quitté. J'ai vu le corbeau dans mes rêves. J'ai entendu son nom dans le vent. J'ignore si je suis hanté par la culpabilité ou par la justice. Mais si je suis réduit au silence avant de parler, découvre qui a invoqué le corbeau. » Hugo Hastings lut par-dessus son épaule et expira bruyamment. Alors le corbeau signifiait quelque chose pour lui. Milo était son propre frère. Demi-frère, corrigea Poirot. Le deuxième fils. Probablement non désiré, peut-être illégitime. La culpabilité de Sir Hugo découle de cela. Un sacrifice non avoué. Il plia soigneusement la lettre. Et maintenant, quelqu'un a utilisé cette culpabilité. Quelqu'un a rappelé à Sir Hugo un nom enterré il y a longtemps. Poirot a réuni la famille dans le salon juste avant le déjeuner. Lady Constance était déjà assise près du feu, sirotant son sherry habituel. Marjorie était perchée au bord d'un canapé, son carnet à la main, sans rien écrire. Félix se tenait raide près de la cheminée, Julia à ses côtés, pâle et posée comme toujours. Lilibet, bien que secouée, avait insisté pour y assister. Poirot se tenait devant le foyer, les mains jointes. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je souhaite partager avec vous une découverte. Une lettre, écrite par Sir Hugo. Il le tenait en l'air. Il y confesse un secret. Il est indirectement responsable de la mort d'un jeune homme nommé Milo Drake, envoyé au front en 1918. Il y eut un murmure de surprise. Il craignait que quelqu'un ait découvert ce secret. Il craignait que le corbeau, réel ou métaphorique,
soit venu le démasquer. Marjorie prit la parole la première. « Alors, le nom sur la vitrine, ce n'était pas une absurdité finalement. »« Non, » répondit Poirot, « c'était de la culpabilité. Ou plutôt, c'était une forme de culpabilité instrumentalisée. » Il regarda autour de lui. « Quelqu'un ici a utilisé les connaissances de Milo pour tourmenter Sir Hugo, jusqu'au meurtre. » Félix ricana. « Tu crois que l'un de nous a invoqué un corbeau et écrit le nom d'un fantôme sur du verre? On dirait une mise en scène. » Poirot sourit. « Ah, mais voyez-vous, ce crime était théâtral. » Il se tourna vers Marjorie. « Mademoiselle, vous êtes dramaturge, n'est-ce pas? Dites-moi, comment créez-vous le suspense? » Marjorie cligna des yeux. « En créant de la tension, avec des secrets, avec du symbolisme. » « Exactement, » dit Poirot. « Le corbeau, le nom, les raflures sur le verre, le rouge à lèvres sur la serviette. Chacun d'eux est un élément de la performance. Chacun est mis en scène pour déstabiliser. Mais l'intention n'était pas seulement d'effrayer Sir Hugo, mais de provoquer sa mort. La voix de Julia était glaciale. « Tu crois que c'était moi ?» Poirot secoua la tête. « Non, madame. Mais je pense qu'il est temps d'en savoir plus sur le testament. » L'avocat arriva cet après-midi-là, un homme mince à l'allure d'oiseau nommé M. Greenlaw, qui tenait un dossier en cuir avec une révérence prudente. Dans la bibliothèque, la famille réunie, il s'éclaircit la gorge et ouvrit le dossier. « D'après la dernière révision, dit-il, la succession de Sir Hugo devait être partagée à parts égales entre son fils Félix et sa nièce Marjorie. Une fiducie distincte devait être créée pour Lilibet. » Félix haussa les sourcils. « Et alors ?» Monsieur Greenlaw ajusta ses lunettes. « Hier matin, Sir Hugo a signé un amendement. Il avait l'intention de faire une déclaration officielle aujourd'hui, lors de la fête d'anniversaire. » Il sortit un nouveau document et lut. « À la lumière d'une réflexion récente, je retire par la présente Félix Drake comme héritier principal et accorde l'héritage complet d'Elmwood Hall à Marjorie Collins, dont j'ai appris à admirer le sens de la conscience et l'intégrité. » Un silence stupéfait s'ensuivit. Le visage de Julia perdit toute couleur. Félix devint cramoisi. « Tu dis qu'il m'a laissé tomber ?» demanda Félix. Marjorie semblait tout aussi stupéfaite. « Il ne m'a jamais dit ça. » Poirot s'avança. « Voilà, mon ami, le mobile. » Plus tard, alors que la pluie recommençait, Poirot et Hastings se retrouvèrent dans la galerie. Le portrait de Milo Drake était maintenant droit et solennel, l'air chargé de souvenirs. Poirot le regarda pensivement. « Voyez-vous, Hastings, le meurtre naît rarement. D'un coup, il couve, il mijote, il requiert de la colère et une opportunité. » « Mais tu ne penses pas que c'était Félix ?» Poirot marqua une pause. « Je ne sais pas encore, » dit-il doucement. « Mais je commence à comprendre le spectacle. Et le décor est presque planté. » À l'extérieur de la fenêtre, le corbeau est revenu. Cette fois, il a croassé une fois, brusquement et brusquement. Puis il s'est envolé. Chapitre 5. La plume dans le bureau. L'orage revint avec une insistance étrange ce soir-là, non pas par rafale ni par coups de tonnerre, mais par une bruine douce et incessante qui recouvrait de brume le parc d'Elmwood Hall. Les lampes furent allumées tôt, projetant des flaques de lumière dorée sur les tapis persans et les murs aux lambris sombres. La maison était redevenue silencieuse, d'une façon inquiétante. Poirot était assis seul dans le bureau, le sanctuaire privé de Sir Hugo, une pièce basse de plafond bordée d'étagères remplies de livres de droit poussiéreux et de vieux documents parlementaires. Le défunt juge l'avait méticuleusement rangé. Un bureau en noyer disposé avec une précision géométrique, un encrier jamais rempli avant d'être entièrement vidé, du papier buvard remplacé chaque semaine, une lampe en laiton toujours orientée précisément vers l'est. C'était, par sa propreté, un endroit qui correspondait au cœur de Poirot. Il marchait lentement sur le tapis, ses doigts caressant le bord du bureau. Son regard se posa sur un plateau contenant plusieurs lettres non ouvertes. L'une provenait d'une société historique locale,
invitant Sir Hugo à parler de la justice d'après-guerre. Une autre portait un sceau bleu roi, non ouverte, non signée. Mais ce qui retint l'attention de Poirot, ce fut une petite vitrine en verre posée au coin du bureau. À l'intérieur se trouvait un objet unique, une plume noire. Poirot ouvrit la vitrine et l'examina. Contrairement à la plume retrouvée près du corps de Sir Hugo, celle-ci était plus ancienne, sèche et légèrement craquelée au niveau de la plume. Une petite étiquette manuscrite en dessous indiquait « Du Jardin, novembre 1951, après le rêve ». Il haussa un sourcil. « Un autre corbeau ?» demanda Hastings depuis la porte, le surprenant légèrement. Poirot se retourna. « Non, mon ami. Le même corbeau. Cette plume a été trouvée il y a plus de 20 ans, après ce que Sir Hugo lui-même appelle un rêve. » Hastings s'approcha. « Alors, tu penses qu'il croyait que cet oiseau était symbolique, une sorte de présage ?» Poirot pencha la tête. « Peut-être pas seulement symbolique, peut-être un rappel ou une punition. » Il souleva la plume et la renifla légèrement, puis fronça les sourcils. « Bizarre. Il y a une légère trace d'huile, pas celle de l'oiseau, mais celle d'une substance artificielle. » Hastings fronça les sourcils. « Du pétrole ?» Poirot hocha la tête. « Un conservateur, je crois. La plume a été délibérément conservée, préservée, exposée. Elle avait une signification profonde pour Sir Hugo, peut-être même plus que ses propres livres de droit. » Il regarda une fois de plus autour de la pièce, puis se dirigea vers le bureau et ouvrit le tiroir du haut. Là, soigneusement rangés, se trouvaient des stylos, des enveloppes et une pile de cartes gaufrées. En dessous, une photo, noir et blanc, décolorée par le temps. On y voyait 2 jeunes hommes en uniforme, l'un visiblement un jeune Sir Hugo, l'autre, aux traits reconnaissables entre mille, celui de Milo Drake. Ils se tenaient côte à côte, mais leurs expressions étaient différentes. Le visage de Sir Hugo était calme, fier, déterminé. Celui de Milo était indéchiffrable, triste peut-être, ou résigné. Derrière eux, dans un arrière-plan flou, se dressait le mur d'une caserne, un tableau noir avec des chiffres, une liste de déploiement. Poirot le brandit à la lumière de la lampe. Une note griffonnée était inscrite en marge. Milo s'est porté volontaire. Je ne le lui ai pas demandé. Il savait. Poirot cligna lentement des yeux. Mon Dieu. Le lendemain matin, Poirot convoqua Marjorie dans son bureau. Elle entra, l'air perplexe, son carnet serré dans une main protectrice. « Tu m'as demandé ?» dit-elle. Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Mademoiselle, pardonnez-moi, mais je dois vous poser une question très directe. Connaissiez-vous bien Milo Drake ?» Marjorie parut surprise. « Milo ? Je ne savais pas. Enfin, je connaissais vaguement son nom. Ma mère avait dit un jour qu'il était mort jeune, mais j'ai toujours pensé que c'était un cousin mort à la guerre. » Poirot l'observa. « Et votre mère, c'était la sœur cadette de Sir Hugo, n'est-ce pas ?»« Oui. » « Alors Milo aurait été... » Le visage de Marjorie s'assombrit. « Mon oncle, le demi-frère de ma mère. Mais on ne parlait jamais de lui. Elle disait toujours « Milo est perdu depuis longtemps. Il valait mieux le laisser là-bas. » Poirot hocha la tête. « Et pourtant, je me le demande. » Il tendit la main vers le bureau et en sortit la photographie. Les yeux de Marjorie s'écarquillèrent. « C'est Milo ?»« Oui. »« Et Sir Hugo ?» Elle fixa l'image. « Il a l'air... si jeune. » Poirot l'observa attentivement. « Votre mère a-t-elle déjà tenu un journal, mademoiselle ?»« Oui. »« Plusieurs. J'en ai dans mon appartement à Londres. J'aimerais beaucoup les lire. » Cet après-midi-là, Poirot et Hastings firent une longue promenade dans les jardins malgré la bruine. Poirot, enveloppé dans une cape de pluie et tenant sa canne avec une attention particulière, avançait lentement parmi les haies et les allées de gravier. « Il manque quelque chose, » murmura-t-il. « Disparu ?» demanda Hastings. « Vous avez déjà retrouvé une lettre, une photo, 2 plumes, et assez de rancœur pour écrire un roman. » Poirot sourit faiblement. « Et pourtant, le mobile est encore trop théorique. Tout le monde avait une raison, certes, mais qui était passionné. » Il s'arrêta devant la fenêtre de la véranda. La vitre avait été nettoyée.
Le nom Milo ne semblait plus une accusation. « Je n'aime pas quand les indices sont supprimés, » dit-il doucement. « Tu penses que le tueur est revenu pour l'effacer ?» Poirot ne répondit pas. Il continua son chemin, puis s'arrêta brusquement. « Là, » dit-il en désignant un rosier. « Tu vois ça ?» Sous le buisson gisait un objet froissé, un tube de rouge à lèvres. Poirot le ramassa avec un mouchoir. L'étiquette disait « Crépuscule cramoisi ». Il se tourna vers Hastings. « Et maintenant, mon ami ?» L'intrigue s'approfondit. De retour à la bibliothèque, Poirot posa le rouge à lèvres sur le bureau. « Qui, demanda-t-il à voix haute, porterait une telle teinte et pourtant souhaiterait la cacher ?» Il considéra les femmes dans la maison. Julia, toujours posée, toujours élégante, mais jamais négligente. Lady Constance, vive et formelle, mais pas vaine. Marjorie, pratique, griffonnante, clairement indifférente aux apparences. Et Lilibet. Les yeux de Poirot se rétrécirent. « Non, » dit-il doucement, « pas Lilibet. » Puis une pensée lui vint. Un nouvel angle, un rythme différent dans l'histoire. Il se tourna vers Hastings. « Demain, je réunirai à nouveau toute la maisonnée. Cette fois, pas pour des questions. Cette fois, pour la vérité. » Mais cette nuit-là, alors que la maison dormait et que la pluie se transformait en brouillard, un cri résonna dans les lestes. Une femme de chambre était allée délivrer un message dans la chambre de Marjorie. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, la pièce était vide, mais la fenêtre était grande ouverte. Et sur le bureau, épinglée sur un bloc-notes, se trouvait une seule plume noire. Chapitre 6. L'indice qui s'est enfui la nuit. La découverte de la pièce vide fit trembler Elmwood Hall plus violemment qu'un coup de tonnerre. La maison, déjà troublée par la mort mystérieuse de son patriarche, vibrait maintenant d'une terreur nouvelle. Marjorie Collins avait disparu. Poirot se tenait sur le seuil de la chambre de Léleste, éclairé seulement par la faible lumière du couloir derrière lui. La fenêtre ouverte laissait entrer le souffle du brouillard, frais, humide et silencieux. Une plume noire, épinglée au bloc-notes de Marjorie avec un coupe-papier en laiton, flottait légèrement au vent. Hastings apparut derrière lui, sa robe de chambre de travers et ses cheveux en bataille à cause du sommeil. « Elle est disparue. »« Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il incrédule. « Mais où a-t-elle bien pu aller à cette heure-ci » Le regard de Poirot passa de la fenêtre au sol. Aucune trace de lutte, aucune trace d'éraflure, pas même une chaise renversée. La valise de Marjorie était restée dans un coin, fermée depuis son arrivée. Poirot ramassa la plume avec précaution et l'examina avec l'œil d'un bijoutier. « Ce n'est pas le même que le premier, » murmura-t-il. « Plus fin. Les barbes sont irrégulières. Celui-ci a été prélevé récemment sur un oiseau vivant, plumé non conservé. » Il se tourna vers Hastings. « Mon ami, ce n'était pas une signature. C'était un avertissement. » La maisonnée fut réveillée dans l'heure. Julia apparut la première, enveloppée dans une robe de soie, suivie de près par Félix, l'air sombre et les yeux rouges. Lilibet arriva pâle et pieds nus. Dame Constance, bien que visiblement irritée par ce dérangement, demanda un cognac et s'installa avec une dignité guindée dans un fauteuil du salon. Poirot s'adressa à eux tous. « Mademoiselle Marjorie a disparu, » dit-il calmement. Sa chambre était intacte. La fenêtre était ouverte. Il n'y avait aucun mot, seulement une plume. Félix fut le premier à parler. Elle a dû aller au village. Elle a toujours eu un don pour le théâtre. Poirot haussa un sourcil. Et elle a laissé ses affaires, son manteau, même son sac à main. Personne ne l'a forcée, dit Lady Constance en reniflant. Elle a sa propre volonté, celle-là. Mais pourquoi maintenant ? Demanda Julia doucement. Juste après que le notaire ait lu le testament ? Poirot fit un petit signe de tête. Exactement. Elle n'avait rien à gagner à disparaître. Au contraire, elle était sur le point d'hériter d'Elmwood Hall. À moins que, dit soudain Lilibet, elle ne l'ait pas fait. Vouloir hériter. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle m'a dit un jour dans le jardin que la maison était habitée par des fantômes.
Pas de vrai, mais ceux qu'on porte en soi. Elle disait qu'elle était pleine de non-dits. Poirot la regarda pensivement. A-t-elle dit autre chose? Lilibet hésita, puis « Elle a dit que la maison l'avait choisie, mais elle ne l'avait pas choisie. » Il y eut un silence. Poirot se leva lentement. « Je dois fouiller les lieux immédiatement. » À l'aube, Poirot et Hastings arpentaient le sentier envahi par la végétation qui serpentait de l'aile est jusqu'au vieux verger. Wills, le majordome, avait proposé son aide, fournissant des lanternes et de lourds manteaux de laine, mais Poirot préférait le silence. Ils traversèrent des haies humides, sous des arcades basses d'ifs et de houx. Le brouillard collait à leurs vêtements. Chaque pas semblait étouffé, englouti par la terre lourde de rosée. Et puis, une forme. Non loin de là, dans le vieux colombier au bord du verger, une faible lumière vacillait. Poirot leva la main. « Voilà, » murmura-t-il. Ils s'avancèrent prudemment vers la structure de pierre en ruine. Autrefois utilisé pour abriter des oiseaux messagers, le pigeonnier était depuis longtemps abandonné. Il n'était plus qu'une ruine, couverte de mousse, avec une porte brisée qui pendait sur ses gonds. Poirot poussa la porte. À l'intérieur, assis sur un banc usé sous un étroit faisceau de lumière grise du matin, se trouvait Marjorie. Elle ne broncha pas. Ses yeux étaient écarquillés, mais sans peur. On aurait dit qu'elle avait pleuré. « Tu m'as trouvé, » dit-elle. Poirot intervint. « Vous avez laissé une trace, mademoiselle, volontairement ou non. Je ne voulais pas disparaître. J'avais juste besoin d'air, d'espace. La nuit dernière, j'ai encore rêvé de la plume, sauf que cette fois, elle n'était pas sur le rebord de la fenêtre. Elle était dans ma main. » Elle baissa les yeux vers ses paumes comme si elle s'attendait à le retrouver là. Poirot était assis en face d'elle. « Milo ?» demanda-t-il doucement. Marjorie hocha lentement la tête. J'ai rêvé qu'il se tenait à l'orée du verger. Jeune, pâle, il disait « Tu sais maintenant. » C'est tout. Hastings bougea avec inquiétude. « Mademoiselle Collins, je ne veux pas être insensible, mais est-ce que vous croyez dans les fantômes ?» Elle sourit faiblement. « Non, mais je crois à la mémoire et à la culpabilité transmise comme un héritage. » Poirot la regarda attentivement. « Marjorie, quelqu'un t'a-t-il parlé? A-t-il exercé des pressions sur toi depuis la lecture du testament ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « Félix, tard hier soir, il est venu frapper à ma porte. Il a dit que c'était injuste, que je n'avais jamais été que l'association caritative pour les animaux de Hugo. Il a dit que si je tenais vraiment à cette famille, je refuserais tout. Je lui rendrais tout. » Le visage de Poirot s'assombrit. « Il t'a menacé? » ?»« Non, pas directement. Mais il n'était pas obligé. » Elle se leva. « Je ne veux pas de la maison, monsieur Poirot. Je n'en veux rien. Je veux juste partir. » Poirot se leva également, posant une main douce sur son épaule. « Vous pouvez, mademoiselle. Mais pas encore. Quelqu'un a essayé de vous effrayer. Et je dois savoir qui, pour votre bien et celui d'Hugo. » Il s'arrêta. « Et dites-moi une dernière chose. Êtes-vous déjà entré dans le bureau de Sir Hugo ?» Elle fronça les sourcils. « Une fois, il y a des années, quand j'avais 15 ans. Je me suis faufilé pour trouver un dictionnaire pour une dissertation. Il m'a surprise et m'a dit « Ne touche pas au passé à moins d'être prête à y vivre. » Je ne l'ai jamais oublié. Les yeux de Poirot s'illuminèrent légèrement. « Merci. » Ce soir-là, Poirot passa un appel téléphonique discret à Scotland Yard. À son retour, il a demandé à Wills d'aller chercher une bouteille de vin spécifique dans la cave, le dernier millésime non ouvert de Sir Hugo datant de 1945. Pendant que la famille dînait dans un silence tendu, Poirot déboucha la bouteille et versa une petite quantité dans un verre en cristal propre. Puis il a versé un deuxième verre identique, provenant d'une carafe séparée. Il les a tous deux amenés dans la véranda. 2 verres, de couleurs identiques. L'un provient de la cave d'Hugo,
L'autre provient de la carafe utilisée lors du dîner d'anniversaire. Poirot les porta à son nez, les renifla délicatement, puis sourit. « Le nez ne ment pas, mon ami, » dit-il à Hastings. « L'une de ces odeurs de chêne, de cerise, de vieillesse. L'autre, d'amande. » Hastings cligna des yeux. « Des amandes ?» Poirot hocha lentement la tête. « Cyanure. » Chapitre 7. Le goût des amandes. Un parfum peut trahir une vérité plus rapidement qu'une confession. Alors qu'Hercule Poirot se tenait dans la véranda éclairée par la lune, un verre de vin dans chaque main, il sentait la vague constante de révélations se rapprocher de plus en plus du rivage. Il avait enfin trouvé sa première chimique indice, du cyanure, indéniablement présent dans l'un des deux verres. Et pas n'importe lequel, celui-là même qu'utilisait Sir Hugo la nuit de sa mort. Hastings se tenait à côté de lui, le visage marqué par l'incrédulité. « Du cyanure, répéta-t-il. « Tu es sûr ?» Poirot hocha la tête d'un air sec. « Oui. Ce léger parfum d'amandes amères n'est pas quelque chose qu'on imagine. C'est le parfum de la mort. » Il posa doucement le verre empoisonné sur un plateau en argent. Ce n'était pas dans le thé, comme je le soupçonnais au départ. C'était dans le vin. Il a probablement glissé dans la carafe quelques instants avant d'être apporté à Sir Hugo. « Mais le reste de la famille n'aurait-il pas bu la même chose ?» demanda Hastings, toujours en train de réfléchir. Poirot sourit faiblement. « Non, mon ami. C'est là toute l'ingéniosité et la cruauté de la chose. » Sir Hugo, comme à son habitude, insista pour qu'on lui serve une coupe privée pour son cru du soir. Cela faisait partie de sa cérémonie. La famille but du champagne au dîner. Seul Sir Hugo but le vieux vin de 1945, la bouteille qu'il réservait aux anniversaires et au verdict. Verdict ? Poirot hocha la tête. Le vin des décisions. Et ce soir-là, il avait prévu d'en prendre une. Il se retourna et jeta un coup d'œil au jardin où le corbeau était apparu pour la première fois. Le brouillard s'était dissipé, et le parc paraissait désormais d'une tranquillité trompeuse, comme si aucun meurtre n'avait eu lieu sous les fenêtres. La voix de Poirot se fit plus calme. Quelqu'un connaissait sa routine. Quelqu'un l'avait anticipée, et quelqu'un s'était assuré que cette bouteille le tuerait avant qu'il puisse prononcer le nom de Milo. Le lendemain matin, Poirot demanda à la famille de se réunir à nouveau, cette fois dans le Salon Rouge, un espace rarement utilisé, sauf pour les visites officielles. La pièce, avec ses rideaux de velours, sa cheminée en acajou et ses imposants portraits ancestraux, donnait à la réunion un air presque judiciaire. Lady Constance était assise bien droite dans un fauteuil Queen Anne, les mains gantées jointes. Julia était perchée au bord d'un canapé évanoui, les lèvres pincées, une tempête se dessinant derrière son visage serein. Félix se tenait debout, les bras croisés, le regard fixé au sol. Lilibet s'appuyait contre la vitre, son reflet fantomatique dans la vitre. Marjorie, maintenant revenue du verger et vêtue d'une robe bleu marine propre, avait l'air pâle mais calme. Poirot occupait le centre de la pièce comme un chef d'orchestre devant un orchestre. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je viens devant vous non pas avec des accusations, mais avec des preuves. C'est ainsi que procède Hercule Poirot. » Personne n'a bougé. Sir Hugo Drake était assassiné, ni par peur ni par culpabilité, mais par poison, de cyanure, placé dans le verre de vin qu'il s'était réservé. Un halètement parcourut la pièce. Poirot leva la main. Oui, c'est choquant, mais c'est aussi précis. Le poison a été administré dans un flacon mis à part, un flacon réservé à cet effet. Il boirait. Et cela nécessite de connaître sa routine. Il s'est retourné. Wills, le majordome, confirme qu'à chaque anniversaire, Sir Hugo buvait dans sa cave privée un millésime de 1945. Une bouteille gardée sous clé jusqu'au jour J. Hier, cette bouteille a été ouverte en début d'après-midi et décantée pour lui en privé. Julia cligna des yeux. Mais seul Wills a manipulé ce vin. Poirot sourit. Non. Wills confirme qu'il a préparé le plateau, mais qu'il a été appelé pour répondre à un appel téléphonique de l'avocat de la famille. Il regarda Félix droit dans les yeux.
Et pendant ce temps, la carafe était restée dans le bureau, avec toi à côté. Les yeux de Félix lancèrent des éclairs. « Tu m'accuses, Poirot ?» La voix de Poirot était calme. « Je présente des faits. Vous seul aviez le mobile, être radié du testament. Vous aviez l'opportunité, connaître les habitudes de la maison, et vous aviez le talent. En tant qu'avocat, vous comprenez le timing et les conséquences mieux que quiconque. » Félix rit sèchement. « C'est ça ton cas? Opportunité et ressentiment ?» « Pas tout à fait, » dit Poirot en levant la main. « Prenons la plume. » Il brandit la deuxième plume noire trouvée dans la chambre de Marjorie. Cette plume était fraîchement cueillie. Elle ne venait pas du corbeau, mais d'une source vivante, et elle est émise. Un geste théâtral destiné à rappeler le premier. Il s'est retourné. « Félix, saviez-vous que Sir Hugo avait conservé un corbeau dans ses écuries après une chasse en 1951 ? Un taxidermiste fut appelé pour le préparer après que l'oiseau eut commencé à apparaître à plusieurs reprises sur le rebord de sa fenêtre. Il pensait qu'il s'agissait de l'esprit de Milo. » Félix tressaillit. La voix de Poirot s'adoucit. « Félix, que s'est-il passé entre toi et ton père pendant la guerre? Qu'a-t-il dit à propos de toi quand le nom de Milo est apparu ?» Félix serra les dents. Il a dit qu'il aurait aimé que j'aie l'honneur de Milo, que je ne me sois jamais battu pour quoi que ce soit. Poirot hocha la tête. « Et tu ne le lui as jamais pardonné. L'ombre d'un oncle mort hantait ta vie, comme elle hantait la sienne. Tu as vu le testament, tu savais que le changement allait arriver, et tu as frappé. » Julia se leva brusquement. « Ça suffit. Mon mari a des défauts, mais ce n'est pas un tueur. » Poirot tourna son regard vers elle. « Madame, je suis d'accord. » La pièce devint silencieuse. La voix de Poirot était maintenant basse. « Je crois que vous avez déposé le rouge à lèvres sur la serviette de Sir Hugo. Non pas pour piéger qui que ce soit, mais parce que vous étiez dans la pièce. Je crois qu'il vous a convoqué pour parler de l'héritage. Et je crois que vous l'avez trouvé, déjà mourant. » Julia le regarda fixement. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je pensais qu'il s'était évanoui. J'ai vu la plume, le nom dans le verre. J'ai paniqué. Je pensais que quelqu'un faisait une scène. » Poirot s'inclina légèrement. « Et donc, vous avez effacé le nom. Vous avez nettoyé la vitre ce matin. » Elle hocha la tête. « Oui. » Poirot se tourna vers Félix. « Vous n'aviez pas l'intention de vous faire prendre. Mais le propre du meurtre, monsieur, c'est qu'il se dénoue, fil par fil. » Il ouvrit la main. Là, brillante, se trouvait une petite épingle en métal, trouvée sous le plateau à vin. Une épingle à cravate, gravée de la lettre F, lâchée précipitamment, oubliée de panique. « Elle t'appartient. » Félix s'enfonça dans la chaise la plus proche. « Aucune preuve. »« Des circonstances, » murmura-t-il. Poirot soupira. « Mais c'est vrai. » Ce soir-là, Scotland Yard arriva et Félix Drake fut placé en garde à vue. Il n'opposa aucune résistance. Il ne prononça pas de dernier discours. Seul le silence fut prononcé. Poirot, observant par la fenêtre, s'autorisa un moment de silence. À côté de lui, Marjorie se tenait les bras croisés. « Pourquoi penses-tu qu'il a utilisé la plume ?» demanda-t-elle doucement. Poirot répondit sans détourner le regard. « Parce que la culpabilité est lourde, mademoiselle, et parfois un homme ne peut supporter de la porter seul. Alors il l'enveloppe de symboles, oiseau, nom, vers, et espère que quelqu'un d'autre verra ce fardeau. » La voix de Marjorie était faible. « Tu crois que Milo leur aurait pardonné ?» Poirot se retourna. « Je pense que Milo est mort avec honneur. C'est un pardon suffisant. » Chapitre 8. Le murmure dans la chambre du chêne Elmwood Hall était plus calme maintenant. Non pas le silence inquiétant des soupçons et des disputes murmurées à huis clos, mais le silence sourd qui suit une tempête, lorsque les décombres gisent encore sous la surface, et pourtant l'air est calme. La police était partie avec Félix Drake sous sa garde. L'avocat de la famille était rentré à Londres, porteur du Nouveau Testament et d'un dossier contenant les observations soigneusement rédigées de Poirot. Et pourtant, pour Poirot, l'affaire n'était pas finie. Il était assis dans la Oak Room,
Un salon peu fréquenté, niché derrière la bibliothèque, orné de panneaux de bois sculptés et de tapisseries couvertes de poussière. C'était autrefois la chambre préférée de la défunte épouse de Sir Hugo, Lady Celia Drake, décédée 20 ans plus tôt d'une insuffisance respiratoire décrite comme telle. Poirot ne restait pas les bras croisés. Il ne le faisait jamais. Ses yeux scrutaient la pièce lentement, méthodiquement, comme s'il s'agissait d'une énigme non résolue. Un lieu intact, mais non dénué d'importance. Hastings apparut dans l'embrasure de la porte, portant une tasse de thé et affichant une expression de léger malaise. « Tu as déjà résolu le problème, » dit-il. Félix a empoisonné le vin. Que reste-t-il à démêler ? Poirot accepta le thé avec un signe de tête de remerciement. « Mon ami, avez-vous déjà entendu l'expression « un meurtre dans un meurtre » ? Hastings fronça les sourcils. « Un double crime ? Non. Un crime. Such crime. Comme les racines d'un arbre. On peut couper le tronc, mais les racines restent, nourrissant le sol et masquant la vérité. » Hastings s'assit, curieux. « Tu crois qu'il y a une autre couche ?» Poirot sirota son thé, puis se pencha en avant. « Félix a tué son père, oui, par ressentiment. Mais quelqu'un d'autre invoquait le corbeau, quelqu'un d'autre a rayé ce nom, Milo, dans le verre. Ce n'était pas Félix. C'était quelqu'un qui connaissait le passé. Quelqu'un qui utilisait symbolisme pour secouer Sir Hugo jusqu'au plus profond de son être. Il tapota du doigt la coudoir. Il reste un secret à découvrir. » Poirot demanda voir Lilibet plus tard dans la matinée. La jeune fille était devenue plus calme depuis l'arrestation de Félix, errant seule dans les allées du jardin, souvent munie d'un carnet de croquis dans lequel elle ne semblait jamais dessiner. Il la trouva assise sur le banc de pierre sous le vieux chêne, juste au-delà de la haie de rosiers. C'était l'endroit même où Sir Hugo avait autrefois observé le corbeau perché. « Tu aimes cet endroit ?» demanda doucement Poirot, assis à côté d'elle. Elle hocha la tête. « C'est le seul endroit où l'on se sent bien. Honnête. Tout à l'intérieur de la maison est performance. » Poirot pencha la tête. « Et le corbeau ?» Lilibet sourit faiblement. « J'ai aimé. Tout le monde y voyait un présage, mais moi, je pensais que c'était juste un messager. » Poirot la regarda attentivement. « Un messager pour qui ?» Elle hésita, puis murmura. « Pour Milo. » Poirot resta immobile. « Tu connais le nom ?» dit-il doucement. La voix de Lilibet était basse. « Grand-père me l'a dit une fois, quand j'étais petite. Il avait fait un cauchemar. Il m'a réveillée au milieu de la nuit et m'a dit « Lilibet, si un corbeau s'approche de ta fenêtre et prononce le nom de Milo, tu ne dois le dire à personne. Personne ne doit le savoir. Jamais. » Poirot fronça les sourcils. « Et vous ne l'avez pas fait ?» Elle détourna le regard. « Je pensais que ce n'était qu'un rêve. Mais ensuite, j'ai commencé à lire les vieux livres au grenier. Il y avait des lettres. De Milo, à Lady Celia. Il l'appelait « très chère sœur », même si je ne pense pas qu'elle soit sa sœur. » Les yeux de Poirot s'illuminèrent. « Non, non, je pense que Milo était son fils. » Poirot inspira brusquement. « Allez-y, mademoiselle. Je pense qu'Hugo et Célia l'ont élevé discrètement, sans rien dire à personne. Peut-être était-il illégitime. Mais après la mort de Milo à la guerre, elle a changé. Elle a arrêté de venir dîner. Elle a arrêté de jouer du piano. Grand-père a définitivement fermé sa chambre après sa mort. Et tu es entré. » Lilibet hocha la tête. « L'été dernier, j'ai trouvé d'autres lettres. L'une d'elles était inachevée. Elle disait « Tu as promis de le protéger, Hugo. Tu les as laissés l'envoyer quand même. Il s'est porté volontaire, certes, mais uniquement parce qu'il voulait ton approbation. » Poirot ferma les yeux un instant. Milo était le fils de Célia, pas celui d'Hugo. C'est pourquoi la culpabilité était si profonde. Lilibet se tourna vers lui. « Je n'ai pas tué grand-père, mais j'ai affaire. » Gratter le nom sur la vitre. Poirot ouvrit lentement les yeux. Je m'en doutais. Je voulais juste qu'il l'admette. Dire le nom de Milo avant sa mort. Je pensais que si je laissais la plume de corbeau et écrivais son nom, il pourrait avouer. Mais au lieu de cela, dit doucement Poirot,
Quelqu'un d'autre a profité de votre moment pour commettre un meurtre. » Elle détourna le regard, les yeux humides. « Je ne voulais pas qu'il meure. » Poirot fouilla dans son manteau et lui tendit une petite pochette en velours. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait la plume noire originale, celle conservée dans la vitrine du bureau de Sir Hugo. « Ceci, dit-il, était le premier, découvert en 1951, lorsque Sir Hugo commença à croire que le corbeau était le fantôme de Milo. Il le garda. Il le porta, je crois, en guise de pénitence. » Lilibet tenait la plume avec précaution. « Croyez-vous au fantôme, monsieur Poirot ?» Il eut un léger sourire. « Je crois au deuil, au poids de ce que l'on ne dit pas, et au besoin, parfois, de prononcer un nom à voix haute. » Ils étaient assis ensemble en silence sous le vieux chêne. Plus tard dans la journée, Poirot s'apprêtait à partir. Où est la voiture était chargée. Hastings s'occupait des bagages, et Wills se tenait dans l'allée avec une formalité discrète. Marjorie s'est approchée avec une enveloppe scellée. « Ceci est pour toi, » dit-elle. « Le dernier journal de ma mère. Il contient toute l'histoire, celle de Milo, ce qui s'est réellement passé entre Hugo et Célia. » Poirot l'accepta en s'inclinant. « Et que ferez-vous maintenant, mademoiselle ?» Marjorie regarda vers l'horizon. « Je crois que je vais écrire quelque chose. Quelque chose d'honnête. Plus de pièces pour les théâtres londoniens. Juste une histoire, à propos d'un corbeau, d'un nom, et d'une famille qui a essayé d'oublier. » Poirot smiled. « Bonne chance. » Alors qu'ils s'éloignaient d'Elmwood Hall, le grand manoir devenait plus petit derrière eux, lentement englouti par les arbres. Et juste avant de franchir le dernier virage, Poirot leva les yeux. Là, perché au sommet du pignon est, une fois de plus, se trouvait le corbeau. Regardez, silencieux, comme si son message avait enfin été délivré. Chapitre 9. Le piège du grenier. Ils avaient quitté Elmwood Hall, du moins en apparence, mais pour Hercule Poirot, partir ne signifiait pas abandonner l'affaire. Il s'agissait plutôt de se retirer juste assez pour permettre aux acteurs cachés de jouer leur dernier coup. Ainsi, plutôt que de rentrer immédiatement à Londres, Poirot et Hastings prirent des chambres dans une modeste auberge à 8 kilomètres du domaine, la Lièvre et Couronne, un établissement grinçant mais charmant avec des rideaux de dentelle et des scones indifférents. « Tu crois vraiment qu'il y a autre chose ?» demanda Hastings au petit déjeuner le lendemain matin, beurrant des toasts avec plus d'effort que de précision. Félix est en état d'arrestation. Les aveux de Lilibet expliquent le spectacle fantomatique. Et Marjorie, eh bien, elle n'est pas vraiment du genre à empoisonner. Poirot, toujours calme, remuait lentement son café. « Mon ami, dit-il, le cœur de cette affaire n'est pas la vengeance, cet héritage. Pas seulement de propriété ou de titre, mais de silence, de culpabilité et de secrets enfouis depuis trop longtemps. » Il s'est penché en avant. « Je crois que quelqu'un d'autre a traversé Elmwood Hall cette nuit-là. Quelqu'un avec les clés, quelqu'un qui connaissait le passé et le présent. Et surtout, quelqu'un qui ne voulait pas que le nom de Milo Drake ressurgisse. » Hastings semblait sceptique. « Tu penses qu'il y a un troisième joueur ?» Poirot hocha la tête. « Oui. Une main derrière la main. Quelqu'un qui a empoisonné non seulement le verre, mais aussi la vérité elle-même. » À midi, Poirot était de retour à Elmwood Hall sous prétexte de récupérer un objet oublié. Marjorie l'accueillit sans poser de questions et le conduisit à la bibliothèque. Mais Poirot ne s'y attarda pas. Au lieu de cela, il monta jusqu'au couloir le plus élevé, le niveau du grenier, où des malles inutilisées, des meubles hors d'usage et les détritus de générations gisaient enveloppés de draps et de poussière. Le grenier d'Elmwood Hall n'était pas facilement accessible. Un escalier étroit menait à une trappe, que Wills lui-même avait admis n'avoir pas ouverte depuis des années, jusqu'à récemment. Poirot grimpa lentement, Hastings derrière lui avec une lampe de poche empruntée au jardinier. La trappe s'ouvrit en grinçant. Une bouffée d'air sec et chargée de moisis les accueillit. Des toiles d'araignée ondulaient dans le faisceau lumineux d'Hastings. Ils sont entrés.
Cherchez une perturbation, dit Poirot. Un drap déplacé, des traces de pas, tout ce qui est anormal dans un endroit oublié. Hastings se déplaça dans un coin. Par ici. Poirot suivit. Il y avait une malle à vapeur, non verrouillée. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux jaunis, de vieux programmes de théâtre et, curieusement, bouteilles. Petits flacons d'apothicaire brun avec étiquette décolorée. Poirot en prit un et le renifla soigneusement. « Des amandes, dit-il, très faiblement, mais elles sont là. »« Du cyanure ?» demanda Hastings. « Pas dans ce flacon, dit Poirot, mais une fois peut-être. » Le parfum persiste. Il écarta le reste du contenu du coffre. Sous le papier, caché sous le plancher, se trouvait autre chose. Une boîte noire, étroite, fermée à clé. « Apporte-moi cette épingle à cheveux, s'il te plaît, » dit Poirot. Hastings parut perplexe. « Une épingle à cheveux ?» Poirot pointa du doigt. « Là, par terre, près de la commode. Quelqu'un l'a laissé tomber récemment. Regarde comme la poussière a été soulevée. » Hastings récupéra la goupille, et Poirot l'introduisit habilement dans la serrure. Cliquez. À l'intérieur de la boîte se trouvait une collection de courriers, soigneusement empaquetés, sur du papier à lettres épais en lin. Poirot en retira un et le lut en silence. Son front se fronça. « Ces lettres sont de Sir Hugo à Célia, après la mort de Milo. » Il en a parcouru un autre. Non, pas après, avant. Il entendit un à Hastings, qui lut à haute voix. « Tu as promis de ne jamais révéler la filiation de Milo. Cela gâcherait tout. Je lui ai proposé une voie, l'armée, et il l'a choisie. C'est un honneur suffisant. Je ne laisserai pas mon nom terni par des indiscrétions passées. » Poirot murmura. « Et ainsi Milo fut envoyé à la guerre non seulement comme soldat, mais comme sacrifice pour protéger le nom d'Hugo Drake. » Ils ont continué à lire. Une autre lettre, sans date. « Si Célia brise son silence, il existe des moyens de la contenir. Elle est fragile. Un refuge, peut-être. Un endroit tranquille. On ne regrettera pas son absence hors du domaine. » Hastings leva les yeux, consterné. « Tu ne penses pas... » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Lady Célia n'est pas morte de cause. Un naturel. Elle a été réduite au silence. Peut-être avec le même poison. » Il se retourna brusquement, la voix aiguë. « Et je sais qu'il l'a fait. » De retour en bas, Poirot convoqua Testament, le majordome. L'homme entra dans le salon avec sa dignité habituelle. Mais ce jour-là, Poirot remarqua qu'il n'avait plus de gants. Ses mains portaient de minuscules brûlures chimiques, légères mais évidentes. Poirot se tenait près de la fenêtre et regardait dehors. « Tu étais au grenier récemment, n'est-ce pas ?» Wills n'a rien dit. Poirot se retourna. « Vous avez servi cette maison pendant des décennies. Vous saviez tout. Vous avez vu Milo grandir. Vous connaissiez ses origines. Et vous avez vu comment Hugo l'a envoyé à la mort. Vous avez gardé ses secrets. » Wills se redressa. « Ce n'était pas à moi d'intervenir. » La voix de Poirot s'aiguisa. Mais quand Sir Hugo projeta de nommer Marjorie héritière, quand le nom de Milo refait surface, vous a fait interférer. Wills cligna des yeux une fois. « Je savais ce que le corbeau voulait dire, » dit-il doucement. « Je savais qu'il allait tout avouer. À la famille, au monde entier. Alors j'ai pris le vin. J'ai ajouté le cyanure. » Hastings s'avança. « Vous l'avez tué ?» Wills regarda Poirot. « Je conservais. C'était mon devoir. Envers le patrimoine, envers le nom. La mort de Milo signifiait quelque chose. Je ne pouvais pas laisser Hugo le déshonorer en détruisant tout cela par une confession. » La voix de Poirot était désormais très basse. « Tu as aussi tué Lady Célia, n'est-ce pas ?» Une pause. Wills expira. « Elle allait partir. Prends les lettres. Rends-la publique. J'ai convaincu Hugo de la renvoyer. Elle n'a pas tenu longtemps. Le silence l'a rendue folle. » Poirot se détourna. « Et maintenant, enfin, le fantôme que tu as enterré a parlé, à travers les oiseaux, à travers les rêves, à travers une fille qui a vu plus que tu n'aurais jamais imaginé.
Wills fut arrêté ce soir-là. Il n'opposa aucune résistance. Tandis qu'il était emmené, Poirot regarda Marjorie. « Tu es la dernière vraie voix qui reste, » dit-il. « Écris-la, en entier. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je vais. » Et bien au-dessus, dans le ciel du soir, le corbeau a décrit un cercle, puis a disparu dans le crépuscule, son message délivré, son nom prononcé et son fardeau transmis. Chapitre 10. La confession finale. La tempête avait éclaté. Pour la première fois depuis une semaine, Elmwood Hall se dressait sous un ciel clair. Un soleil doré filtrait à travers les vitraux de l'escalier supérieur, déposant des éclats de couleur sur le sol poli. L'air avait changé. La lourde terreur s'était dissipée. Les pièces respiraient à nouveau. Mais à l'intérieur de la bibliothèque, Hercule Poirot était assis, plongé dans ses pensées. Devant lui, sur la table en chêne, se trouvaient 3 objets. Une plume noire scellée dans une vitrine, la lettre de Sir Hugo avouant sa culpabilité dans la mort de Milo, et un paquet de vieilles correspondances entre Hugo et Lady Celia, accablantes, obsédantes, imprégnées de la cruauté exsangue de la respectabilité et de l'ambition. Hastings entra, un journal sous le bras. « C'est dans l'édition du matin, » dit-il en le posant à côté de la plume. « Félix Drake est accusé du meurtre de Sir Hugo. Will s'est arrêté comme complice du meurtre de Lady Celia Drake. Scotland Yard a salué votre enquête. » Poirot ne leva pas les yeux. « Les journaux, mon ami, aiment les fins bien ficelées, mais celle-ci n'est pas une fin facile. C'est une tapisserie qui se défait. » Il fit un geste vers les lettres. Hugo craignait la disgrâce. Il a donc bâti sa vie sur le silence. Il a enfoui la vérité de Milo sous les honneurs, les portraits et les discours parlementaires. Et lorsque le fantôme de cette vérité est revenu, même sous la forme d'un oiseau, il tremblait. Il s'arrêta. Mais l'oiseau n'est pas venu seul. Il est venu avec un nom, une voix, et un témoin, Lilibet, dit Hastings. Oui, acquiesça Poirot. Un enfant qui en a trop vu, ou peut-être juste assez. Ce sont toujours les jeunes qui ressentent les tremblements des secrets enfouis. Il plia la lettre doucement. Et donc, je dois moi-même écrire une dernière lettre. À Mademoiselle Lilibet Drake, Elmwood Hall, Somerset. Chère mademoiselle, il y a des moments dans la vie où un nom a plus de poids qu'un héritage entier. Tu as eu le courage de prononcer le nom de Milo. Encore plus courageux de ne pas le revendiquer, alors que tu aurais pu. Les noms, vois-tu, ne se prononçant pas seulement, ils sont rappelés. Vous vous souvenez de lui. Je joins la plume conservée dans le bureau de votre grand-père. Puisse-t-elle vous rappeler non pas la peur, mais la vérité. Tu m'as demandé un jour si je croyais aux fantômes. Je n'ai pas répondu sur le moment, mais je te réponds maintenant. Oui, je crois que les fantômes sont ce qui subsiste quand la vérité n'est pas dite. Et vous, mademoiselle, vous en avez libéré un. Avec mes sentiments les plus distingués, Hercule Poirot a scellé l'enveloppe avec un cachet de cire. Lui et Hastings partirent cet après-midi-là. Alors que leur voiture franchissait les anciennes portes d'Elmwood Hall, Poirot jeta un dernier regard en arrière. La maison était silencieuse, mais plus maussade. Au plus haut sommet du pignon est, une silhouette était perchée, pas le corbeau cette fois, mais une jeune fille. Lilibet, assise en tailleur, les cheveux dansant au vent, un carnet de croquis sur les genoux. Et de cette hauteur, pour la première fois depuis des décennies, Milo Drakey avait une vue sur le domaine qu'il n'a jamais vécu pour hériter, à travers les yeux de la jeune fille qui portait sa mémoire. Poirot croisa les mains sur ses genoux. « C'est fini, » dit-il doucement. Hastings jeta un coup d'œil. Tous les cas ne se terminent pas sans heurts. Poirot eut un petit sourire. Non, Hastings, mais certains finissent par la justice. Chapitre 11. Le reflet sous le portrait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les dernières arrestations. Le printemps s'était enfin déclaré sur les champs du Somerset, apportant des fleurs sauvages aux haies
et adoucissant les contours autrefois rudes de la silhouette sombre d'Elmwood Hall. Et pourtant, à l'intérieur de la maison, le passé persistait, non pas comme une ombre, mais comme une sorte de silence. Un silence qui ne cachait plus de secrets, mais qui résonnait de souvenirs. Marjorie Collins est restée à Elmwood. Les formalités testamentaires étaient en cours. La succession de Sir Hugo, déduction faite de certains ajustements fiduciaires, avait été confirmée à son nom. Elle arpentait les couloirs chaque matin, un carnet sous le bras, non pas pour faire l'inventaire des meubles ou des antiquités, mais pour histoire. Elle recueillait des voix, observait les recoins, documentait des histoires qui n'avaient jamais été racontées à voix haute. Et elle avait un invité de plus. Poirot était de retour, non pas en tant que détective cette fois, mais en tant qu'invité d'honneur. Il était maintenant assis dans la galerie est, sous les portraits des hommes Drake, ses yeux se posant une fois de plus sur le tableau de capitaine Milo Drake, 1896 à 1918. Le jeune homme en uniforme, à jamais pris dans l'espace entre le devoir et le défi. Marjorie entra tranquillement et le rejoignit sur le banc de velours. « J'ai décidé de restaurer cette galerie, » dit-elle, « mais pas seulement avec des portraits. Je veux des lettres, des photos, des objets que la famille a conservés, point cachés, une chambre de vérité. » Poirot hocha la tête sans se retourner. « Très sage, mademoiselle. La vérité devrait perdurer là où régnait autrefois le silence. » Elle sourit puis leva les yeux vers le portrait de Milo. « Je ne l'ai jamais connu, mais j'ai l'impression de l'avoir connu. » Le regard de Poirot ne vacilla pas, parce que la culpabilité laisse des traces, et l'amour aussi. Marjorie se tourna vers lui. « J'ai recommencé à écrire. Pas de la fiction, des mémoires. Un genre très dangereux, dit Poirot avec un sourire ironique, mais une noble femme. » Elle rit. « Je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Alors, commence par le corbeau. » L'expression de Marjorie s'adoucit. « Je l'entends encore parfois, » a-t-elle admis. Pas l'oiseau en lui-même, juste son idée. Un bruit dans la cheminée ou dans un rêve. Et chaque fois, je me demande si c'est Milo. Je continue à observer. Poirot réfléchit à ces paroles. Je ne pense pas que le corbeau était Milo. Mais je pense que Milo choisit le corbeau, comme symbole. Non pas parce qu'il était effrayant, mais parce qu'il était incontournable. Il se leva lentement, effleurant une tache invisible de sa manchette. Les symboles sont la façon dont les morts nous parlent, mademoiselle. Lorsqu'ils n'ont pas de voix, ils laissent des signes. Et c'est à nous, les vivants, de décider si nous les écoutons. Elle se tenait à côté de lui. « J'ai écouté, » a-t-elle dit, « et je veillerai à ce que d'autres fassent de même. » Poirot s'inclina légèrement. Alors Milo Drake est enfin en paix. Ce soir-là, une petite cérémonie eut lieu dans le jardin, en présence de la famille et de quelques villageois de confiance. Marjorie avait fait placer une plaque sous le vieux chêne, où Milo s'était assis avec Célia durant les étés précédant la guerre. Pas de discours, pas de faste, juste une ligne de mots, gravée dans la pierre. Capitaine Milo Drake, 1896 à 1918. Fils bien-aimé, sans nom, souvenir. Alors que le groupe restait silencieux, le soleil plongeait derrière les arbres. Un corbeau a traversé le ciel, non pas au-dessus de la maison, mais au-delà, vers les champs, où la terre était douce et sauvage, avec des boutons d'or. Lilibet, debout silencieusement près de la plaque, leva les yeux. Elle sourit. Personne n'a parlé. Il n'y avait plus rien à dire. Chapitre 12. L'épilogue d'Elmwood Hall. Un mois plus tard, les allées de gravier d'Elmwood Hall ne portaient plus l'empreinte de pas incessants, celle de secrets se précipitant pour être enterrés ou déterrés. Les invités étaient partis. Les policiers avaient cessé de venir. Et le corbeau, si longtemps annonciateur de peur et de murmures, n'était pas revenu. La grande maison, pour la première fois depuis des années, était immobile. Et pourtant, il n'était pas vide.
À l'intérieur, Marjorie Collins était assise à son vieux bureau de la bibliothèque. Une lampe chaleureuse éclairait son manuscrit, dont les pages étaient déjà chargées de corrections. Son histoire, le corbeau qui prononçait un nom, était presque achevée. Mais cette fois, l'histoire n'était pas une fiction. C'était un règlement de compte. Elle s'arrêta pour relire le dernier paragraphe. Il y a des noms que le monde oublie, car oublier est plus facile que se souvenir. Mais ces noms ne disparaissent pas. Ils résonnent dans le bois des maisons, dans les pages non lues, dans les oiseaux qui se posent au crépuscule et implorent justice. Helmut Hall a tenté d'enterrer ses morts en silence, mais le silence n'est jamais éternel. Voici l'histoire de Milo. Et maintenant, c'est aussi la mienne. La plume de Marjorie flottait. Puis, avec un mouvement prudent, elle écrivit le dernier mot. Fin. Elle ferma le manuscrit avec une profonde inspiration et se leva. Dans l'aile est, Lilibet était assise en tailleur sur le rebord de la fenêtre et dessinait. Elle avait cessé de dessiner des châteaux imaginaires et des monstres de contes de fées. Son crayon capturait désormais des choses réelles. L'écorce tordue du chêne, les ombres de la clôture en fer forgé, la légère courbure de la girouette au sommet du manoir. Son trait était assuré, déterminé. Elle baissa les yeux sur son dernier croquis. Le contour d'une plume, pas impeccable, mais effiloché sur les bords. En dessous, en lettres cursives douces, elle avait écrit un mot. Souviens-toi. Poirot reçut un colis à son appartement londonien la même semaine. Il était emballé dans du papier kraft et ficelé. À l'intérieur se trouvait une copie du manuscrit de Marjorie, accompagnée d'une note. Monsieur Poirot. Grâce à toi, la maison est silencieuse. Non pas parce que la vérité a été étouffée, mais parce qu'elle a été dite. Milo revit, non pas comme un fantôme, mais comme un nom que le monde connaît désormais. Merci, M.C.C. Poirot garda le livre dans ses mains pendant un long moment. Il ne souriait pas, mais sa moustache frétillait légèrement, de satisfaction. 1 an plus tard, la BBC a diffusé une adaptation dramatisée de Le Corbeau qui prononçait un homo critique élogieuse. Les critiques ont salué son atmosphère envoûtante, sa narration complexe et le subtil dénouement psychologique qui a transformé une simple mort en confession générationnelle. Une scène en particulier, le corbeau tapotant la vitre tandis que le nom Milo apparaissait, a été qualifiée de transperçant l'âme de la nation. Marjorie est devenue un succès littéraire discret. Elle a refusé toutes les interviews. Elle a simplement dit « Ce n'est pas mon histoire. J'ai juste été le premier à l'écouter. » Dernière lettre d'Hercule Poirot. À l'inspecteur en chef Japp, Scotland Yard. Mon cher ami, je reviens du Somerset, où j'ai été témoin d'un meurtre d'une rarissime espèce, né non pas de la seule cupidité, mais d'un héritage, d'une culpabilité transmise de génération en génération. C'était un meurtre enveloppé de symboles, caché dans le silence et exécuté avec la subtilité du théâtre. Et ce problème a été résolu non seulement par la logique, mais aussi par la compréhension de la psychologie de la peur. Le meurtrier a utilisé du poison, mais le crime a commencé par un mensonge, il y a bien longtemps. Dans de tels cas, il ne faut pas seulement trouver le tueur, mais libérer le fantôme. J'ai fait les deux. Très précisément, Hercule Poirot. Au fil des saisons, les habitants de la campagne parlaient encore de cette affaire. Mais le corbeau, il n'est jamais revenu à Elmwood Hall. Son message avait été prononcé, et le silence, enfin, était pur. Chapitre 13. La maison qui écoutait. Bien que l'affaire fût classée aux yeux de la loi et qu'Elmwood Hall ait retrouvé sa dignité tranquille, Poirot, comme toujours, ne parvenait pas à lâcher prise. Son instinct, affiné au fil des décennies, lui disait que même dans la résolution, il restait des résidus. Il revint au domaine, sans prévenir par une froide matinée d'avril. Wills, bien sûr, était parti. Marjorie avait engagé une femme de ménage. Le personnel avait changé.
Mais l'ossature du lieu, ses murs, ses couloirs et ses souvenirs restaient inchangés. Marjorie accueillit Poirot à la porte d'entrée, surprise mais chaleureuse. « Je ne m'attendais pas à te revoir, » dit-elle. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, » répondit-il, « mais je ne suis pas du genre à laisser un nœud à moitié fait. J'ai encore des questions. » Elle le conduisit dans le salon où un feu brûlait doucement dans la cheminée. « À propos de Milo ?» Poirot secoua la tête. « À propos de Lady Celia Drake ?» Marjorie fronça les sourcils. « Et elle ?» Poirot croisa ses mains gantées. « Je crois qu'elle a été réduite au silence non seulement par Wills, mais aussi avec la permission de quelqu'un d'autre. Sir Hugo a signé l'arrêt de mort, certes, mais il n'en était pas l'auteur. » L'expression de Marjorie changea subtilement, non pas pour signifier un choc, mais plutôt une forme de compréhension. « Je me demandais si tu t'en rendais compte, » dit-elle. « Il y avait autre chose dans ces journaux. » Elle se leva, alla au bureau et en sortit un petit volume relié en cuir bleu. Il était plus fin que les autres, plus ancien. Elle a gardé celui-ci séparé des autres. Poirot l'ouvrit doucement. Les pages étaient cassantes. Une entrée près du centre avait été pliée en deux. Il a lu. Ils m'ont dit de l'oublier, de dire qu'il n'était qu'un garçon dont j'avais été le tuteur, qu'il n'avait aucun droit, aucun avenir, que je n'avais pas de voix. Ils ont menacé de me renvoyer si je parlais encore. J'ai peur du silence qu'ils me promettent. Mais je sais maintenant. Milo n'a jamais été leur honte. Il était leur vérité. Et la vérité les effraie. Poirot ferma doucement le livre. Et maintenant, dit-il, elle a parlé. Cet après-midi-là, Poirot parcourut la maison une dernière fois. Il se tenait de nouveau sous le portrait de Milo, dont le regard semblait désormais moins triste et plus serein. Le couloir était silencieux, mais il ne l'écrasait plus comme un secret. Marjorie s'approcha par derrière. « J'ai décidé de ne pas restituer le portrait d'Hugo à la bibliothèque, » dit-elle. « Je vais plutôt accrocher celui de Lady Celia. Celui qui se trouvait dans le salon. » Poirot sourit. « Très bien. Vous lui faites honneur en agissant ainsi. » Ils se dirigèrent ensemble vers le grand escalier. Là, au-dessus de la rampe, subsistait un espace vide, le crochet où était autrefois accroché le portrait de Sir Hugo. Marjorie fit un signe de tête dans sa direction. C'est là que Celia ira. Un nouveau cadre, une nouvelle inscription. Poirot haussa un sourcil. « Et que dira-t-il » Marjorie marqua une pause. Puis, avec clarté, « Lady Celia Drake, 1875 à 1956. » Celui qui écoutait, celui qu'on tentait de faire. Taire. Le jour où Poirot partit définitivement, Lilibet se tenait dans l'allée, tenant un croquis. C'était la véranda, l'endroit même où Hugo est mort, mais dessiné sans la peur ni le poids du souvenir. Elle l'avait réimaginé. Des vitres propres, pas de plumes, pas de nom gravé sur le verre. Juste une chaise, une tasse vide et un corbeau qui s'envolait. « Je pense que c'est ainsi qu'il aurait voulu qu'on se souvienne de lui, » a-t-elle déclaré. Poirot a pris le dessin. « Et je pense que vous, mademoiselle, n'oublierez jamais ce que d'autres ont tant essayé d'effacer. » Il est monté dans la voiture. Les portes d'Elmwood Hall s'ouvrirent pour la dernière fois. Cette fois, ils n'ont pas craqué. M. et Sang. Chapitre 14. L'horloge qui a sonné trop tôt. Il était presque minuit. L'horloge de parquet du hall d'entrée d'Elmwood Hall, une pièce en acajou commandée par Sir Hugo lui-même, tic-taquait doucement dans l'obscurité. Elle sonnait 12 heures fidèlement depuis plus de 6 décennies. Mais ce soir-là, son pendule s'arrêta. Juste une seconde, juste assez pour être remarqué. Et Poirot remarqua tout. Il était revenu au manoir pour ce qu'il avait promis être sa dernière visite, une courtoisie envers Marjorie, un geste de conclusion. Pourtant, debout sous le grand escalier en chêne, écoutant le léger accroc de l'horloge, il sentit une fois de plus que le passé ne se termine pas sans heurts. Il saigne. Il se tourna lentement. Le couloir était vide. L'air était immobile. Mais Poirot ne monta pas l'escalier pour se coucher. Au lieu de cela,
Il se dirigea vers le bureau. Le bureau était resté quasiment intact depuis la mort de Sir Hugo. Quelques cartons avaient été emballés, documents juridiques, médailles de guerre et correspondances. Mais la pièce portait encore sa silhouette, comme s'il pouvait y revenir à tout moment. Poirot s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit. L'air nocturne, frais et parfumé de terre humide, entrait doucement. Sur le rebord de la fenêtre, placée avec précision, avec délibération, se trouvait une plume. Mais ce n'était pas noir, c'était blanc. Poirot le regarda fixement. « Un nouveau message », murmura-t-il. Derrière lui, la porte grinçait. Marjorie se tenait là, vêtue d'une robe de chambre et de pantoufles, pâle mais calme. « J'espérais que tu viendrais, » dit-elle doucement. Poirot se retourna. « Ce n'est pas votre faute, mademoiselle ?» Elle secoua la tête. « Je l'ai trouvé sur le palier, posé sur les touches du vieux piano de Célia. Comme s'il voulait être vu. » Poirot s'approcha du bureau et alluma une bougie. La flamme vacillait doucement dans l'ombre. « Blanc, » murmura-t-il. « Un symbole non pas de mort, mais de paix. » Marjorie hocha la tête. « Je crois que c'est fini. Pour de bon, cette fois. » Le regard de Poirot s'attarda sur la plume. « Non, » dit-il. « Pas fini, mais changé. » Le lendemain, Marjorie reçut un visiteur, un homme d'une 60aine d'années, légèrement voûté, vêtu d'un simple manteau de laine et aux mains lourdes. Il se présenta simplement. « Henry Lowell. Ma grand-mère était l'infirmière de Milo Drake. » Les yeux de Marjorie s'écarquillèrent. « Pourquoi es-tu ici ?» Henry hésita. « Elle m'a donné une lettre à transmettre. Elle disait qu'elle appartenait à la famille. Elle disait qu'elle devait être lue quand la vérité éclaterait. » Il lui tendit une petite enveloppe, jaunie sur les bords mais scellée à la cire rouge foncée. Marjorie la prit, les doigts légèrement tremblants. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à lettres épais. « À celui qui porte le nom de Milo, si vous lisez ceci, alors Milo n'est plus silencieux. Et moi, Célia Drake, je n'ai plus peur. Il était à moi, ma joie, mon fardeau, mon secret. Je l'ai donné à un monde qui ne le voulait pas, et ce monde me l'a enlevé. Mais l'amour, le véritable amour, laisse sa marque, même refusé, même puni. Que le nom de Milo soit prononcé, qu'il soit connu, non pas par honte, mais par vérité. Moins cédé. » Marjorie plia la lettre et la pressa contre son cœur. Poirot se tenait près de la fenêtre. « Elle l'a écrit, » dit-il doucement, sans savoir s'il serait un jour lu. Marjorie leva les yeux, mais c'était le cas. Enfin. Poirot hocha la tête. « La plume blanche n'est pas une hantise. C'est une bénédiction. » Un mois plus tard, dans une petite cathédrale près de la frontière du Somerset, une plaque a été dévoilée lors d'un service silencieux. Il ne portait aucune grande épitaphe, juste « Capitaine Milo Drake Fields, soldat ». Plus de silence. La chorale chantait doucement. Lilibet jouait du piano, le même air que son arrière-grand-mère jouait autrefois seule dans le salon, avant que le silence ne la consume. Marjorie lisait son livre d'une voix ferme. Poirot se tenait à l'arrière, les mains jointes, la tête légèrement inclinée, et alors que le service se terminait, le soleil perçait les nuages. À l'extérieur, entourant la flèche de la chapelle, un corbeau blanc solitaire s'est retourné une fois et a disparu dans le ciel.